Arrête d'essayer de régler le monde entier. Concentre-toi seulement sur le fait de remettre de l'ordre dans ta propre vie. Tu n'as pas besoin de tout gérer, ni de tout comprendre, ni d'avoir toutes les réponses. Tu as besoin de mettre de l'ordre dans ce qui est à ta portée et d'arrêter de te perdre avec ce qui ne dépend pas de toi. Quand l'autocontrôle commence à peser plus lourd que tes peurs, quelque chose change vraiment. Les émotions cessent de te diriger. Arrête de te pousser vers les mêmes erreurs et commence à travailler en ta faveur. L'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un outil. C'est ici que tu arrêtes de réagir en pilote automatique et que tu commences à conduire ta propre vie, décision après décision, avec plus de fermeté et moins d'usure. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu changes ta manière d'y répondre. C'est comme franchir une porte. De l'autre côté, tes limites existent encore. Tes anciens schémas réapparaissent encore. Tes réflexes d'auto-sabotage essaient encore d'agir. La différence est simple. Maintenant, tu n'obéis plus. Pense à la dernière vraie transformation que tu as vécue. Pas cet enthousiasme qui a duré quelques jours, mais un véritable tournant, de ceux qui réorganisent tout à l'intérieur et te placent à un autre niveau d'action. Ce type de changement ne commence jamais par la motivation. Il commence par une décision. Si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est parce que quelque chose en toi a déjà compris que ressentir, réfléchir et désirer ne suffisent pas. Il faut agir autrement. Ce n'est pas une invitation à répéter le passé. C'est un appel à organiser ce qui s'est déjà éveillé en toi et à transformer cela en pratique. Maintenant, écoute bien ce qui suit. Leçon 1. Tes mots finissent par dessiner ta vie. Tu ne t'en rends pas compte, mais une immense partie de ton épuisement vient de tout ce que tu dis, de tout ce que tu expliques, de tout ce que tu justifies, de ce besoin constant d'être compris. Les stoïciens le savaient déjà. Zénon, le fondateur du stoïcisme, disait que la nature nous a donné 2 oreilles et une seule bouche pour une raison précise. Ce n'est pas un hasard, c'est un avertissement. Plus tu parles sans nécessité, moins tu écoutes. Et quand tu n'écoutes pas, tu perds en perception, tu perds en lucidité, tu perds en force. Quand tu parles trop, tu n'es pas présent, tu n'observes pas, tu ne comprends pas vraiment ce qui t'entoure, tu es trop occupé à essayer de faire sortir quelque chose. Et voici un point que presque personne n'accepte. Bien souvent, parler n'est pas communiquer, c'est l'anxiété qui cherche à se soulager. Tu parles pour te défendre avant même d'être attaqué. Tu parles pour justifier des décisions qui n'ont même pas encore été questionnées. Tu parles pour remplir des silences qui, en réalité, pourraient t'apprendre quelque chose. Pendant ce temps, tu cesses d'entendre les signaux, les intentions, les limites, les opportunités. Celui qui parle trop révèle plus qu'il ne devrait, expose son insécurité, montre sa fragilité, perd de l'autorité, sans même s'en rendre compte. Le silence, au contraire, te rend plus puissant. Il crée de l'espace. Il oblige l'autre à se dévoiler. Il te donne du temps pour observer, interpréter et choisir tes mots avec plus de justesse s'ils ont vraiment besoin d'être dits. Marc Aurèle écrivait que nous devrions parler seulement lorsque cela est nécessaire et utile. Pas quand nous sommes envahis par l'émotion, pas quand nous voulons prouver quelque chose, pas quand nous sommes en train de réagir. Et il y a quelque chose d'encore plus profond là-dedans. Lorsque tu réduis le bruit extérieur de ta propre parole, tu commences à mieux entendre ce qui se passe à l'intérieur. Les pensées deviennent plus claires, les émotions ralentissent, l'esprit cesse de courir après la validation et commence à reprendre le contrôle. Parler moins ne change pas seulement la façon dont les autres te voient, cela change la façon dont tu te gouvernes. Tu commences à répondre au lieu de réagir, à choisir au lieu de t'expliquer, à soutenir le silence sans inconfort, et cela est un signe clair de maturité émotionnelle. Parler moins, ce n'est pas être froid, c'est être précis. Ce n'est pas se taire par peur, c'est choisir le bon moment. Ce n'est pas tout garder pour soi, c'est filtrer. Quand tu apprends à parler moins, ton esprit devient plus clair, tes décisions deviennent plus fermes, ta présence a plus de poids. Les gens commencent à t'écouter justement parce que tu ne parles pas tout le temps. La pratique d'aujourd'hui est simple, mais elle demande de l'autocontrôle. Au cours de la journée, avant de répondre, avant d'expliquer, avant de te justifier, fais une pause. Demande-toi, est-ce que cela doit être dit? Est-ce que cela améliore quelque chose? Est-ce que cela me renforce
Ou est-ce que cela ne fait que soulager mon anxiété? Si la réponse est non, reste en silence. Quand tu maîtrises le silence, la confusion diminue et tu t'organises intérieurement. Et si aujourd'hui tu as décidé d'observer davantage et de ne parler que lorsque c'est nécessaire, marque-le clairement. Aujourd'hui, je choisis de parler moins. Celui qui apprend à gouverner sa propre bouche ne tarde pas à gouverner son propre esprit. Leçon 2. L'inconfort juste te renforce. Quand tu as deux options dans la vie, les stoïciens sont clairs. Choisis celle qui te demande plus de toi. Pas la plus confortable, pas la plus facile. Celle qui te met au défi, parce que le confort ne construit pas la force. Le confort maintient simplement tout exactement comme c'est. Marc Aurèle parlait de cela dans les Pensées pour moi-même. Il décrit comment, délibérément, il s'entraînait à tenir les rênes du cheval avec la main non dominante. Pas parce que c'était nécessaire, pas parce que c'était efficace, mais parce que c'était difficile, parce que cela demandait de l'attention, parce que cela le sortait du pilote automatique. Ce n'était pas naturel pour lui, ce n'était pas confortable. Et c'était précisément ça le but. Cette pratique simple était un entraînement mental. Une manière de se rappeler que l'esprit ne se renforce que lorsqu'il apprend à soutenir l'inconfort sans le fuir. Que grandir, ce n'est pas répéter ce que tu maîtrises déjà, mais te placer consciemment sur le terrain où tu es encore faible. C'est cette métaphore qui vaut pour ta vie. Chaque fois que tu choisis le chemin le plus facile, tu préserves ce que tu es déjà. Chaque fois que tu choisis le chemin le plus difficile, tu construis ce qui n'existe pas encore en toi. Choisir ce qui te met au défi, c'est choisir le chemin le plus long. C'est opter pour la conversation difficile plutôt que le silence confortable. C'est maintenir la discipline quand personne ne regarde. C'est faire les choses d'une manière qui n'est pas encore naturelle, en sachant qu'avec le temps, cela devient de la force. Essaie cela de façon concrète. Utilise ta main non dominante dans des tâches simples. Écris, brosse-toi les dents, fais quelque chose de quotidien d'une manière qui n'est pas confortable. Observe la frustration apparaître. Observe l'envie d'abandonner. Et observe surtout comment tu progresses quand tu ne fuis pas. Ce petit entraînement enseigne quelque chose de profond. Tu n'es pas gouverné par l'habitude. Tu es capable d'apprendre, de t'adapter et de grandir. Chaque fois que tu évites l'inconfort, tu restes à la même taille. Chaque fois que tu l'affrontes, tu t'élargis. C'est pour cela que le choix est simple, mais qu'il demande du courage. Arrête de choisir ce qui est facile simplement parce que c'est familier. Choisis ce qui te met au défi. C'est là que la force se forme. Et si cette idée a fait sens pour toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis ce qui me met au défi ». Parce que c'est dans l'inconfort conscient que ta meilleure version commence à prendre forme. Leçon 3. Ne perds pas ta sensibilité. La vie va te présenter des personnes difficiles, des situations difficiles, des émotions difficiles. C'est inévitable. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre avec clarté. La plupart du temps, ce n'est pas à propos de toi. Les gens agissent à partir de leurs propres douleurs, peurs, frustrations et limites. Et quand tu interprètes chaque attitude comme une attaque personnelle, tu ne te protèges pas, tu te refermes. Épictète allait droit au but quand il disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » L'impact ne naît pas de ce qui arrive, il naît de l'histoire que tu te racontes à propos de ce qui est arrivé. Quand tu décides que le comportement de l'autre a été fait pour te blesser, pour te diminuer, pour te provoquer, quelque chose change à l'intérieur. Tu te durcis, tu crées des défenses, tu dresses des murs. Et peu à peu, tu commences à réagir à la vie comme si tu étais toujours attaqué. Il existe un type de fleur qui, chaque fois qu'elle reçoit un contact brusque, se referme immédiatement. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle a appris que se fermer est la seule façon de se protéger. Le problème, c'est que lorsqu'elle reste fermée, elle cesse aussi de recevoir la lumière. Beaucoup de personnes font la même chose. Chaque frustration devient une armure. Chaque déception devient une rigidité. Chaque critique devient une raison de plus de se fermer. Et sans s'en rendre compte, elle cesse de ressentir, de faire confiance, de se déplacer avec légèreté. Ne pas se durcir face à la vie ne signifie pas être naïf. Ce n'est pas tout accepter, ce n'est pas tolérer le manque de respect. C'est apprendre à ne pas transformer la douleur en identité. C'est répondre avec conscience, et non par contraction. Quand tu te fermes trop, ce n'est pas seulement ce qui blesse qui reste dehors.
Ce qui nourrit n'entre pas non plus. Les stoïciens n'enseignaient pas la froideur émotionnelle. Ils enseignaient la solidité intérieure avec une flexibilité extérieure. La capacité d'absorber l'impact sans perdre la forme, comme l'eau qui s'adapte sans se briser. La pratique d'aujourd'hui est simple, mais elle demande de la maturité. Quand quelque chose t'atteint avant de réagir, demande-toi, est-ce vraiment à propos de moi ou est-ce à propos de l'autre? Cette pause change tout. Elle t'empêche de te durcir, elle te rend de l'espace intérieur. Et si ce point a fait sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de ne pas me durcir. Parce que lorsque tu cesses de réagir à tout comme à une attaque, la vie cesse de ressembler à une bataille et commence, enfin, à couler. Leçon 4. Apprends à te maîtriser. À un moment donné, nous dépassons tous la limite. Nous exagérons, nous cédons à l'impulsion. Nous achetons plus que nécessaire, nous mangeons au-delà du besoin, nous célébrons trop, nous réagissons trop. Cela n'arrive pas parce que nous sommes faibles. Cela arrive parce que, pendant quelques instants, nous cessons de percevoir le point d'équilibre. Ce n'est pas le manque qui nous rend malades. C'est l'excès répété, déguisé en plaisir, en soulagement ou en sentiment de mérite. Dépasser la mesure draine l'énergie. Dépasser la mesure crée de l'anxiété. Dépasser la mesure nous fait perdre notre centre. Plus tu dépasses le point, plus tu deviens instable à l'intérieur. Et plus tu deviens instable, plus tu cherches des stimulations pour compenser ce vide. C'est ainsi que le cycle commence. L'excès appelle encore plus d'excès. Le stimulus appelle plus de stimulus. Et sans t'en rendre compte, tu cesses de choisir et tu commences seulement à réagir. Les stoïciens appelaient cela le manque de tempérance. Non comme un jugement moral, mais comme un avertissement pratique. Celui qui ne sait pas s'arrêter, tôt ou tard, perd le contrôle. Pas d'un coup, mais progressivement. D'abord de son attention, ensuite de sa clarté, et enfin de lui-même. Marc Aurèle était très clair à ce sujet. Il disait de ne pas laisser l'esprit être écrasé par la vie dans son ensemble, ne pas tout porter en même temps, ne pas dramatiser le tout, rester ferme dans la situation présente, faire seulement ce qui est à portée de main. Cela suffit. Et quand cela suffit, l'esprit se repose. La tempérance, c'est cela. La capacité de ne pas se laisser emporter par l'excès du moment. C'est savoir dire « ça suffit » avant que le plaisir ne devienne culpabilité, avant que la célébration ne devienne vide, avant que l'impulsion ne devienne regret. C'est interrompre l'exagération tant qu'il reste de la lucidité. Il y a une force discrète à s'arrêter au bon moment. Alors que beaucoup confondent contrôle et répression, la tempérance montre l'inverse. Celui qui se retient ne se limite pas, il se préserve. Il ne s'agit pas de vivre réprimé, il s'agit de vivre conscient, de percevoir le point exact où quelque chose cesse de te servir et commence à te consumer. Ce point est subtil, mais quand tu apprends à le ressentir, tu ne te perds plus facilement. Quand tu pratiques la tempérance, ton esprit devient plus clair, tes émotions plus stables, tes décisions plus nettes. Tu cesses de vivre en oscillant entre excès et regret. Tu apprends à maintenir l'équilibre, même lorsque le monde t'invite à l'excès. La pratique d'aujourd'hui est simple, mais elle demande de l'attention. Tout au long de la journée, observe où tu as l'habitude de dépasser la limite. Cela peut être dans la nourriture, dans le téléphone, dans les achats, dans les paroles, dans les réactions. Quand tu t'en rends compte, arrête-toi. N'avance pas d'un pas de plus. Ne négocie pas avec l'impulsion. Reste là. Concentre-toi uniquement sur ce qui est devant toi, sur ce qui est sous ton contrôle maintenant. Pas sur après, pas sur l'excès, seulement sur maintenant. Cela suffit, parce que celui qui apprend à se contenir au bon moment ne perd pas sa liberté, il gagne la maîtrise. Et la maîtrise est l'une des formes les plus profondes de paix intérieure. Leçon 5. Tu n'as pas besoin de résoudre la vie de qui que ce soit. Il existe un gaspillage silencieux d'énergie que beaucoup de gens ont normalisé, être trop attentif à la vie des autres. Juger des décisions, critiquer des choix, essayer de corriger des chemins qui ne sont pas les tiens. Et plus tu fais cela, moins il te reste de temps pour regarder ton propre désordre. Marc Aurèle mettait déjà en garde contre cela dans Penser pour moi-même. Il disait que les erreurs doivent rester avec ceux qui les commettent, parce que chaque personne est sur son propre chemin, en train de gérer le niveau de conscience qu'elle a à ce moment-là. Forcer quelqu'un à voir le monde à travers tes yeux n'est pas de la sagesse,
c'est de la vanité déguisée. Tu as déjà largement de quoi te concentrer. Tes pensées, tes réactions, tes choix, tes erreurs. Avant d'essayer d'ajuster la vie des autres, il y a tout un travail en cours à l'intérieur de toi qui demande encore de l'attention. Pendant que tu observes, commentes et t'irrites du comportement des autres, quelque chose passe inaperçu, ta propre vie passe au second plan. Ton attention se disperse, ton énergie se dilue, et ce qui devrait servir à grandir devient du bruit. Les stoïciens étaient très clairs sur ce point. Tu ne gouvernes qu'une seule chose, toi-même. Tout ce qui échappe à cela ne mérite pas ton usure émotionnelle. Si quelqu'un se trompe, il apprend. S'il insiste, il en paie le prix. Ce processus ne t'appartient pas, ce n'est pas à toi de le corriger. Il y a ici une illusion dangereuse, celle de croire que s'impliquer dans les erreurs des autres est un signe de lucidité alors que bien souvent, ce n'est qu'une fuite. Il est plus facile de pointer du doigt que de regarder à l'intérieur, plus confortable de corriger que de se corriger soi-même. Marc Aurèle était direct. Si tu n'es pas encore irréprochable dans ce qui dépend de toi, alors il n'y a aucune raison de t'immiscer dans la vie d'autrui. La véritable autorité naît de l'exemple silencieux, pas de l'ingérence constante. La pratique d'aujourd'hui est simple et inconfortable. Chaque fois que tu ressens l'envie de donner ton avis, de juger ou de corriger quelqu'un, arrête-toi et demande-toi « Qu'est-ce que, dans ma propre vie, j'évite de regarder maintenant ?» Utilise cette réponse comme direction. Travaille sur ta propre clarté, sur ta propre discipline, sur ta propre amélioration. Parce que lorsque tu prends soin de ta part avec sérieux, le monde autour de toi cesse d'être une distraction et devient une conséquence. Et si cela a fait sens pour toi, écris dans les commentaires « Je m'occupe de ce qui est à moi ». Parce que moins tu te mêles de la vie des autres, plus tu crées d'espace pour organiser la tienne. Leçon 6. Laisse ton esprit respirer à nouveau. Il existe une fatigue qui ne vient pas du corps, elle vient de l'esprit trop rempli. Des pensées éparpillées, des préoccupations ouvertes, des tâches non résolues, des idées qui tournent sans jamais trouver un endroit où se poser. C'est une usure silencieuse, constante, qui ne se voit pas dans le miroir mais qui vole ton énergie chaque jour. Quand tout reste dans la tête, rien n'est vraiment sous contrôle. La confusion mentale n'est pas un manque de capacité, c'est un excès de bruit. Ce n'est pas que tu ne saches pas quoi faire, c'est qu'il y a trop d'informations qui se disputent l'attention en même temps. C'est essayer de vivre en portant tout à la fois, sans jamais déposer quoi que ce soit. Et plus tu tentes de tout retenir, plus tout devient lourd. C'est pour cela que le premier pas est simple et direct. Note tout. Les préoccupations, les rappels, les idées encore floues, les choses que tu essaies de te rappeler en permanence. Ne compte pas sur ta mémoire quand l'esprit est déjà saturé. Tout ce qui reste en suspens dans la tête consomme de l'énergie. Tout ce qui va sur le papier rend de l'espace. Libérer de l'espace mental n'est pas un détail, c'est une stratégie. C'est la moitié de la bataille. Tant que quelque chose n'est pas écrit, cela continue d'exiger ton attention. Cela tire ta concentration, fragmente ton focus, te maintient dans un état d'alerte constant. C'est comme essayer de traverser la journée avec plusieurs onglets ouverts dans la tête. Tu ne te reposes pas, tu passes simplement de l'un à l'autre. À la fin de la journée, l'épuisement ne vient pas de ce que tu as fait, il vient de ce qui est resté en attente. Organiser sa vie, ce n'est pas chercher la perfection. Ce n'est pas vivre sans désordre. C'est créer suffisamment de stabilité pour ne pas se sentir englouti par le chaos. C'est savoir ce qui compte maintenant, ce qui peut attendre et ce qui doit être éliminé. La clarté, ce n'est pas faire plus, c'est mieux couper. Les stoïciens comprenaient cela avec beaucoup de lucidité. Un esprit désorganisé réagit à tout. Un esprit organisé choisit. Et choisir est la base de la tranquillité. Celui qui ne choisit pas consciemment finit par vivre sous l'impulsion, l'urgence et la pression. Quand tu sors les choses de ta tête pour les mettre à l'extérieur, tu cesses d'être prisonnier de la pensée répétitive. La clarté ne vient pas quand tu penses davantage. Elle vient quand tu penses mieux, avec moins de poids et plus de direction. Et penser mieux commence quand tu arrêtes de porter seul ce qui peut être organisé. La pratique de cette leçon est objective. Prends une feuille ou un carnet et déverse tout, sans ordre, sans filtre, sans jugement. Sors-le simplement de ta tête. Ensuite, organise, décide, élimine ce qui ne sert pas.
Priorise ce qui compte. N'essaie pas de tout résoudre maintenant. D'abord, vois tout avec clarté. Et quand l'esprit commence à voir clairement, le corps répond, la respiration change et la sensation de contrôle revient peu à peu. Quand l'esprit s'organise, le bruit diminue, l'énergie revient et tu cesses de simplement survivre au jour pour recommencer à les conduire avec fermeté. Leçon 7. Ce que tu caches finit par te contrôler. Certains sentiments restent à l'intérieur de nous. Nous gardons des émotions au plus intime de nous-mêmes. Une fois, il y a eu un rejet, un besoin ignoré et traité comme un excès. Un sentiment que tu as fait semblant de ne pas trouver important pour ne pas perdre quelqu'un, un lieu, une opportunité. Cela ne disparaît pas simplement parce que tu as continué d'avancer. Cela reste, s'accumule, s'installe. Avancer ne signifie pas que c'est réglé. Cela signifie seulement que tu as appris à fonctionner en portant. Certaines choses demeurent en toi, et tant qu'elles demeurent, elles continuent d'agir. Elles entrent dans tes décisions, dans tes relations, dans la façon dont tu fais confiance, dans la manière dont tu réagis quand quelque chose menace d'échapper au contrôle. L'inconscient n'oublie pas ce qui a été refoulé. Il ravive, répète, s'infiltre et décide à ta place sans demander la permission. Tu peux même organiser l'extérieur, donner des vêtements, ranger des tiroirs, changer de routine. Mais la véritable légèreté ne naît pas dehors. Elle commence quand tu deviens capable de lâcher ce qui est resté coincé à l'intérieur. Et lâcher, ce n'est pas renoncer à ton histoire. Ce n'est pas nier que cela a fait mal. Ce n'est pas faire comme si cela n'avait eu aucun impact. Lâcher, c'est reconnaître que cela a déjà rempli le rôle qu'il devait remplir. Cela t'a appris des limites, t'a donné de la perception, t'a forcé à mûrir. Mais si tu continues à le porter, cela cesse d'être un apprentissage et devient une prison. L'attachement émotionnel crée des frontières silencieuses. Il définit jusqu'où tu t'autorises à aller, à quel point tu t'engages, à quel point tu te protèges, à quel point tu fais confiance. C'est comme avoir une pièce verrouillée à l'intérieur de toi. La vie continue, tu travailles, tu es en relation avec les autres, tu fonctionnes. Mais cet espace fermé continue d'occuper de la place, d'accumuler du poids, de voler de l'air. Et avec le temps, tu t'habitues à vivre à l'étroit, comme si c'était normal. Lâcher, c'est déverrouiller cette porte. Pas pour effacer ce qui s'est passé, mais pour arrêter de vivre en étant otage de cela. Quand les stoïciens parlaient de liberté intérieure, ils ne parlaient pas de contrôler le monde. Ils parlèrent de cette capacité rare et puissante de ne pas être gouverné par ce qui est déjà passé, de ne pas permettre que des douleurs anciennes continuent de décider de ta façon de vivre aujourd'hui. La pratique d'aujourd'hui est simple, mais elle exige du courage. Choisis un sentiment que tu caches depuis un moment, rancœur, culpabilité, colère ou tristesse, et écris à son sujet. Pas pour justifier, pas pour accuser, pas pour te punir. Écris pour reconnaître, pour nommer, pour admettre l'impact. Et ensuite dis-toi avec clarté, cela a existé, cela m'a marqué, mais cela ne va plus me définir. Et si ce premier pas t'a parlé directement, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de lâcher ce que j'ai caché. Parce que tant que tu portes ce qui est déjà passé, ta vie avance lourde. Mais quand tu lâches, quelque chose change à l'intérieur, et c'est là que l'ordre commence vraiment. Leçon 8. Prends soin de toi à travers tes habitudes. Il est impossible de mettre sa vie en ordre quand on vit sans énergie. Pas par manque de volonté, pas par manque de clarté, mais parce qu'un corps fatigué sabote toute décision avant même qu'elle ne naisse. Tu peux comprendre ce qui doit changer, tu peux même vouloir faire différemment. Mais quand tu te réveilles épuisé, que tu dors mal, que tu manges mal et que tu vis en mode automatique, l'esprit perd de la force, la discipline s'affaiblit et tout devient trop coûteux. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'usure. Et l'usure constante vole la capacité de bien choisir. Les habitudes ne sont pas des détails. Elles décident de ce que tu peux réellement soutenir, de ce que tu veux construire. Elles n'apparaissent pas seulement dans le résultat final, elles apparaissent tous les jours, dans le niveau d'énergie avec lequel tu te réveilles et dans la clarté avec laquelle tu fais face à ce qui doit être fait. Les stoïciens ne séparaient pas l'esprit et le corps. Pour eux, un corps négligé affaiblit l'esprit, et un esprit fragile naît presque toujours d'un corps abandonné. Il n'existe pas de clarté durable dans un corps constamment épuisé. Il n'existe pas d'autocontrôle quand le corps vit en état de survie.
Regarde honnêtement ta routine. Comment tu dors, comment tu manges, combien tu bouges, ou comment tu commences et termines tes journées. Ce n'est pas secondaire, c'est la base. La manière dont tu prends soin de ton corps aujourd'hui détermine le type d'esprit que tu auras demain. Quand tu crées des habitudes saines, quelque chose change silencieusement. L'esprit devient plus stable, les émotions perdent l'excès, les décisions deviennent plus claires. Tu cesses de vivre en réaction et tu commences à soutenir des choix. Tu arrêtes d'éteindre des incendies intérieurs et tu commences à construire de la constance. Il ne s'agit pas de perfection, il ne s'agit pas de radicalisme. Il s'agit de cohérence. Un corps soigné soutient un esprit ferme. Un esprit ferme soutient une vie organisée. La cohérence, c'est faire le basique correctement tous les jours, même quand personne ne regarde. Et voici le point le plus important. Personne ne construit un ordre intérieur en vivant dans un épuisement physique constant. Tu ne gouvernes pas ta vie quand tu es trop fatigué pour décider. Celui qui vit épuisé ne choisit pas, il réagit seulement. Aujourd'hui, choisis une habitude simple qui rend de l'énergie à ton corps. Mieux dormir, marcher chaque jour, boire plus d'eau, réduire les excès, bouger. N'en choisis pas plusieurs. Choisis-en une et respecte-la. La discipline ne commence pas par de grands changements. Elle commence par une petite constance. Parce que chaque habitude saine est un vote silencieux en faveur de la vie que tu veux vivre. Et sans énergie, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a que la survie. Leçon 9. Vis sans demander de validation. Chaque fois que tu fais quelque chose de juste, presque automatiquement, quelque chose se passe à l'intérieur. L'envie apparaît d'être vue, d'être reconnue, de recevoir un signe que ce que tu as fait avait de la valeur. Parfois c'est un compliment, parfois un remerciement, parfois simplement l'attente silencieuse d'un retour. Et quand cela ne vient pas, même sans t'en rendre compte, quelque chose en toi se frustre. C'est plus courant qu'on ne le pense. Cela ne signifie pas une faiblesse. Cela signifie simplement qu'à un moment donné, tu as appris à mesurer la valeur de ce que tu fais à travers la réaction des autres. Mais observe calmement ce qui se passe à ce moment-là. Quand tu commences à agir en attendant une validation, ton action n'est déjà plus totalement libre. Elle porte une attente. Et quand la réponse extérieure n'apparaît pas, ta tranquillité s'en va avec elle. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as mis ta paix entre des mains qui ne sont pas les tiennes. Marc Aurèle voyait cela avec une grande clarté. Il a écrit quelque chose de simple et direct. Quelqu'un a-t-il bénéficié de ton action? Cela suffit déjà. Pourquoi cherches-tu encore du crédit? Pourquoi veux-tu une récompense en plus de cela? Cette question n'accuse pas, elle révèle. Elle révèle une habitude silencieuse qui affaiblit l'esprit. Faire ce qui est juste, tout en continuant à regarder à l'extérieur, en attendant que quelqu'un confirme ta valeur. Tant que tu auras besoin d'être reconnu, tu seras dépendant. Dépendant du regard, de la réaction, du retour, de la gratitude de l'autre. Et une vie construite ainsi n'est jamais stable, parce qu'il suffit que la reconnaissance ne vienne pas pour que surgisse le vide, le doute, le sentiment que rien n'a été suffisant. Le stoïcisme enseigne le chemin inverse. Faire ce qui doit être fait parce que c'est juste, non parce que cela sera vu. Agir en cohérence avec ses propres valeurs et non à la recherche d'approbation. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la solidité. Quand tu fais le bien en attendant quelque chose en retour, même si ce n'est que de la reconnaissance, tu transformes la vertu en monnaie. Et la vertu n'a pas été faite pour être négociée. Elle existe pour soutenir qui tu es, pas pour acheter des applaudissements. Il existe une force discrète dans le fait d'agir sans public, dans le fait d'accomplir ce qui doit être accompli, même quand personne ne remarque, personne ne remercie, personne ne félicite. À ce moment-là, tu cesses de vivre prisonnier de la validation extérieure et tu commences à répondre uniquement à ta propre conscience. Observe combien de fois la frustration apparaît, non pas parce que quelque chose a mal tourné, mais parce que personne n'a reconnu ton action. C'est un signal important. Il montre où se trouve ton centre. Et tant que ce centre sera à l'extérieur de toi, chaque absence de retour deviendra une souffrance inutile. Arrêter de chercher la validation, ce n'est pas devenir froid. Ce n'est pas se fermer. C'est devenir entier. C'est savoir que la valeur de ce que tu fais ne dépend pas de la réaction des autres, mais de la droiture de ton intention. La pratique d'aujourd'hui est simple, mais elle demande de la maturité.
Fais quelque chose de juste sans en parler à personne. N'annonce rien, n'observe pas les réactions, n'attends aucune réponse. Fais-le simplement et soutiens cela en toi. Si aujourd'hui tu décides d'agir sans avoir besoin d'être vu, marque-le ainsi. Aujourd'hui, j'agis sans avoir besoin d'être validé. Parce que quand tu cesses de chercher la reconnaissance, quelque chose change en profondeur. Tu arrêtes de vivre pour être vu et tu commences enfin à vivre en paix avec qui tu es. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laisse ton like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.